Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. La mort des étoiles donne lieu à des phénomènes fascinants qui signent souvent la naissance d'un autre type d'astre. Le Soleil, par exemple, après avoir épuisé tout son carburant thermonucléaire, finira en naine blanche. Dans 6 milliards d'années environ, il ne fera plus que la taille de la Terre, tout en ayant conservé la moitié de sa masse. Il sera donc constitué d'une matière très dense. Des étoiles plus massives que le Soleil peuvent cependant donner naissance à des astres encore plus denses, des étoiles à neutrons, et pour les cas les plus extrêmes, des trous noirs. Ce qui fait la différence entre les naines blanches et les étoiles à neutrons d'une part et les trous noirs d'autre part, c'est que dans les premières, il y a encore des forces qui s'opposent à la gravité. Pour les naines blanches, c'est la pression des électrons qui remplit ce rôle, et pour les étoiles à neutrons, c'est la particule qui est dans leur nom. Il existe cependant peut-être un stade intermédiaire entre l'étoile à neutrons et le trou noir. Dans un astre suffisamment dense, on peut imaginer que la gravité soit suffisante pour casser les neutrons, pour ensuite trouver un nouvel équilibre face à une matière constituée de quarks déconfinés. On parlerait alors d'étoiles à quarks ou d'étoiles étranges. Ces astres formeraient de toutes petites boules, d'une dizaine de kilomètres de diamètre, mais contenant une masse énorme. Si leur existence a été théorisée voilà plus de 50 ans, il n'a jamais été possible d'obtenir une preuve de leur existence. Pour un observateur lointain, il serait en effet difficile de faire la différence entre une étoile à neutrons classique et une étoile étrange. C'est pourtant peut-être ce qu'a réussi à faire une équipe allemande. Dans une étude publiée la semaine dernière, ils expliquent comment ils ont estimé la masse d'une étoile à neutrons qui leur apparaît étonnamment légère, entre 0,6 et 0,9 masses solaires. C'est une estimation en dessous de ce qu'on considère la limite inférieure pour former une étoile à neutrons. Avec une telle masse, l'astre devrait plutôt être une naine blanche. Ils estiment aussi la taille de l'objet à environ 10 km de diamètre. Pour les auteurs de l'étude, ce résultat pose un dilemme. Soit leur mesure est fausse, ce qui est tout à fait possible car ils ont utilisé des méthodes de mesure assez inédites, soit les étoiles à neutrons peuvent être plus légères et plus petites qu'on ne le pensait. Auquel cas, il faudrait réviser les modèles physiques qu'on utilise pour ces astres. L'équipe fait tout de même une troisième hypothèse. Il se pourrait qu'ils aient réussi à mettre le doigt sur la première étoile étrange jamais observée. Constituée majoritairement de quarks étranges ultra denses, elle pourrait alors avoir la dimension et la masse qui ont été mesurées. Notons au passage la petite touche d'humour du titre de l'étude, puisqu'ils évoquent une étoile à neutrons étrangement légère. Comme souvent en astronomie, il est difficile d'avoir des certitudes sur la nature du résultat. D'autres tentatives de mesure seront très certainement menées sur cet astre particulier. Ce sera soit l'occasion de la faire rentrer dans la norme, soit peut-être l'opportunité de créer une nouvelle classe d'objets stellaires. Les étoiles étranges pourraient alors devenir le dernier maillon qui permette encore de comprendre la matière avant l'effondrement dans une singularité gravitationnelle. On revient sur Terre pour la suite de ce DNDE, et particulièrement en Chine où les expériences sur les avions spatiaux continuent d'interroger. L'été dernier, Pékin a lancé un mystérieux véhicule à bord d'une longue marche de F. Il a depuis passé plus de 80 jours sur une orbite elliptique, avec son point le plus bas à 346 km d'altitude et son point le plus haut à 593 km. On sait que c'est un avion spatial capable de revenir se poser et qui semble être réutilisable. Un premier vol de 2 jours seulement avait déjà été mené en 2020. Cette fois-ci, le véhicule chinois vient de démontrer une nouvelle capacité. Le 23 octobre, il a rehaussé et circularisé son orbite à environ 600 km d'altitude. Cela rappelle un peu les changements d'orbite de la X-37B américaine, qui ont eux aussi souvent lieu plusieurs mois après le décollage. Cela pourrait indiquer un potentiel d'usage militaire pour le véhicule chinois, ce qui ne serait pas très étonnant vu le secret qui règne autour de ce programme. On ne connaît ainsi pas la date de retour ou le but de la mission. Même les dimensions de l'appareil ne peuvent être qu'estimées. Il pourrait faire partie d'un système de lancement entièrement réutilisable sur lesquels la Chine semble être en train de plancher. Un tel système aurait recours à 2 navettes.
Une première, suborbitale, amènerait la seconde à haute altitude. Cette dernière agirait alors comme un second étage pour finir le voyage. Les deux éléments seraient récupérés et réutilisés pour un abaissement des coûts maximum. La Chine a aussi récemment testé une navette suborbitale. Il semble donc que les choses avancent vite vers cet objectif. Les deux programmes pourraient aussi ne pas être liés et posséder une finalité différente. On n'en apprendra probablement pas beaucoup plus si ce sont en effet des programmes militaires. La militarisation de l'orbite est malheureusement une tendance croissante. La semaine dernière, c'est un officiel russe qui déclarait aux Nations Unies que les satellites commerciaux pouvaient constituer des cibles militaires légitimes. Et il est vrai que la limite entre l'usage civil et l'usage militaire est souvent floue. C'est bien évidemment vrai avec une constellation comme le GPS, mais aussi avec des moyens privés comme Starlink. Depuis le début du conflit en Ukraine, la constellation de SpaceX a été utilisée pour favoriser les télécommunications côté ukrainien. Moscou pourrait donc être tenté d'y voir une cible pour désorganiser son ennemi. Cette problématique va se retrouver sur bien des usages. Les satellites d'observation de la Terre à haute fréquence, comme ceux de Planet Labs, peuvent par exemple servir aussi à espionner une nation ou à faire de la reconnaissance sur un front. Si les États souhaitent se défendre contre ce moyen, le droit spatial pourrait vite devenir très compliqué. On espère en tout cas que la neutralisation de satellites est envisagée sous l'angle logiciel ou via un aveuglement des capteurs. Les armes anti-satellites destructives posent un énorme risque côté débris, comme les quelques essais qui ont eu lieu nous l'ont démontré. Avec un nombre croissant de satellites en orbite, il devient de plus en plus facile de déclencher une réaction de destruction en chaîne, où les débris d'un satellite en percutent un autre pour former plus de débris, qui percutent plus de satellites, etc. De quoi transformer l'orbite basse en no man's land si l'on ne fait pas attention. On imagine que tous sont conscients de ce danger et qu'il s'agit ici d'un tabou qu'il sera difficile de briser. C'est aussi un des facteurs qui pourrait rendre les orbites un peu plus hautes à nouveau désirables, car moins encombrées et plus difficiles à atteindre avec certaines armes. Comme on en discutait dans le dernier espace commentaire, certaines armes pourraient en revanche permettre de lutter contre les astéroïdes dangereux. En ce moment, c'est Mars qui en aurait bien besoin. En décembre dernier, l'atterrisseur InSight, via son sismomètre SEIS, avait détecté une secousse de magnitude 4 à la surface de la planète rouge. La semaine dernière, on a appris que ce séisme était en fait dû à un important impact de météorites. Ce sont les images de l'orbiteur MRO qui ont permis de découvrir l'événement et de le localiser. Elles ont mis en évidence un cratère de 150 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur, probablement créé par un projectile de plusieurs mètres de diamètre. Sur Terre, il aurait brûlé dans l'atmosphère, mais sur Mars, celle-ci est bien trop fine pour pouvoir empêcher l'impact. La chute a eu lieu dans une plaine très plate, à proximité de l'équateur. Parmi les matériaux expulsés aux alentours, les équipes de la NASA ont eu la surprise de découvrir de la glace d'eau. Cela signifie que Mars en possède à faible profondeur et à proximité de l'équateur. Une très bonne nouvelle pour ceux qui souhaiteraient exploiter les ressources de notre voisine. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir un forage d'une telle profondeur tout frais sur une autre planète. On peut parier que le site va être analysé de près par tous les instruments de toutes les sondes actuellement en orbite autour de la planète rouge. Pour finir ce DNDE, on va revenir en Chine et parler de vol habité. Le lancement du module Mengtian de la station spatiale du pays a normalement eu lieu hier. Si tout s'est bien déroulé, une longue marche 5 a placé ses 23 tonnes en orbite. Il devrait rapidement rejoindre les deux autres modules pour former l'architecture finale de la station. Avec ces 3 modules pressurisés, cette dernière permettra alors d'accueillir des équipages permanents. La Chine aura ainsi réussi à mettre en orbite une espèce de mini ISS à elle toute seule, ce qui est loin d'être une mince affaire. La prochaine étape devrait avoir lieu en décembre prochain avec le lancement du télescope spatial Xiuntian. Avec un miroir primaire de 2 mètres, celui-ci devrait avoir des capacités très intéressantes. Il pourra par ailleurs venir se docker à la station pour des opérations de maintenance. Après ça, la Longue Marche 5 aura le champ libre pour se tourner à nouveau vers le programme lunaire du pays. Les missions Chang'e 6, 7 et 8 devraient s'enchaîner à partir de 2024. La Chine offre un programme spatial toujours plus ambitieux qui devrait culminer avec des missions habitées vers la Lune.
Cela promet une rivalité féroce avec le programme américain Artemis. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaires pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le samedi 13 novembre à 17h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.